Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation du quotidien. Au sommaire aujourd'hui, semaine de la presse et des médias dans l'école. C'est la 33e édition et on va parler de cette semaine avec l'invité de notre grand oral, David Groison de Bayard Presse. On poursuit sur le même thème dans l'Anti-Sèche avec Amal Laoui qui va vous décrire le rôle du CLEMI, cette entité au sein de l'éducation nationale qui porte la semaine de la presse et des médias. Heure de la récré, on respire un grand coup et on va rattraper quelques heures de sommeil perdu. Enfin, chronique hebdomadaire comme tous les lundis, c'est Dress Code avec Anne Tourneux. La mode, ça ne se consomme pas seulement, ça s'admire, notamment dans des expositions. Petite sélection dans une vingtaine de minutes. La quotidienne de School TV, c'est parti, grand oral. Aider les jeunes à comprendre le système des médias, former leur jugement critique, développer leur goût pour l'actualité, les aider à se forger leur identité de citoyen, c'est l'objectif de la semaine de la presse et des médias dans l'école. On en parle avec David Groison de Bayard Presse. David, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes directeur des titres ados de Bayard Jeunesse, donc notamment au Capi, Phosphore, Oui Demain 100% ados. Mais on raconte que Bayard, vous les attrapez quand même au berceau. Oui, dès 18 mois, voilà, de 18 mois à 18 ans, de Poppy, Pomme d'Api, j'aime lire le navire amiral. Et puis voilà, c'est tout un chaînage qui permet d'aider les jeunes à s'informer. Alors justement, comment s'informent-ils les jeunes aujourd'hui ? Alors ça dépend ce qu'on appelle jeunes, c'est-à-dire est-ce que c'est les enfants, les ados ? Les ados, malheureusement, ils s'informent d'abord sur les réseaux sociaux. Je dis malheureusement parce qu'en fait, ils ne s'informent pas forcément auprès de médias. En fait, ils ne s'informent pas forcément auprès de grands titres de presse, de marques, de journalistes, mais c'est effectivement, ça peut être des influenceurs, ça peut être des personnalités elles-mêmes qui font de la communication, et du coup il y a vraiment un travail nécessaire à faire pour leur apprendre à devenir des citoyens éclairés et qui choisissent de s'informer. C'est une vraie nouveauté parce que j'ai retrouvé un entretien avec vous il y a quelques années à l'occasion de cette semaine de la presse à l'école, où vous disiez la première source d'information c'est les familles. Ouais, c'est vrai. Ou alors c'est vrai pour les plus petits peut-être. C'est vrai pour les plus petits, mais c'est vrai que ça bouge beaucoup. C'est-à-dire que avec le smartphone et l'explosion des smartphones, d'un coup chacun est maintenant sur son écran et ces moments d'information partagée, que ce soit à la radio, à la télé, sont de plus en plus rares. Le fait qu'on puisse discuter en famille, c'est pas si simple. Il n'y a plus la grand-messe du 20h, quoi. Il n'y a plus la grande-messe du 20h, exactement, et pourtant c'est ultra nécessaire, effectivement, ça j'ai pas changé, de se dire qu'il faut en parler, c'est-à-dire qu'il faut leur poser des questions sur ce qu'ils perçoivent de la crise en Ukraine, de la présidentielle, et d'être en capacité de répondre à leurs inquiétudes, à leurs angoisses, et de les aider et les guider vers l'information. Mais ils nous font confiance à nous adultes ? Ils nous font confiance à nous adultes, oui, ils nous font confiance. Après, il y a une défiance envers les médias en général, vus comme une entité un peu pas honnête, etc. Sauf dans ces moments-là, quand même, je crois que sur retour au terrain, pendant une crise comme la guerre en Ukraine, où d'un coup, c'est un moment où nous, adultes, on peut jouer là un guide de passeur vers une actualité de bonne qualité et leur montrer que, il y a des journalistes qui sont aujourd'hui à la frontière de l'Ukraine, qui sont dans des villes bombardées pour raconter, pour informer, pour nous donner des faits. Et voilà, et de redire la différence entre un fait et une opinion, c'est important. C'est comme ça que ça se fabrique, la confiance dans les médias, en faisant du journalisme de terrain et en insistant justement sur ce distinguo entre faits et opinion. Je crois que c'est oui, et puis en partant vraiment de la façon dont eux se posent la question, dans la façon dont eux se formulent l'angoisse, c'est-à-dire il ne s'agit pas de leur bombarder des actus, il ne s'agit pas de leur bombarder des informations, mais de se dire, voilà, quelles questions ils se posent tout de suite. Comment vous les remontez, vous, les questions, par exemple, pour... Dans nos titres, au Capi ou Phosphore par exemple. Alors à la fois via le numérique où effectivement on est présent aussi pour qu'ils puissent nous poser des questions, remonter leurs angoisses, témoigner, etc. Plein de boîtes sont hyper aiment pas trop les stagiaires de 3e, nous on les adore. Au Capi, vous en preniez combien, 80 par an, c'est ça ? Ouais, une centaine par an chacun, une centaine à Phosphore, une centaine au Capi, parce que vous êtes élève en 3e, vous avez des enfants en 3e, vous avez compris. Ça, vous cherchez, vous googlez Bayard Jeunesse, Montrouge, hop, ouais, vous gagnez à tous les coups. Parce qu'on co-construit les journaux avec eux. Et puis, effectivement, ces moments
la semaine de la presse à l'école, vous en parliez évidemment, on va dans les établissements, on les fait venir aussi dans les locaux de Bayard, mais tout au long de l'année, on est partenaire de Classe Média. Ce lundi, il y a la moitié de la rédaction de Phosphore qui est dans une classe média à Narbonne. Donc c'est vraiment partir de leur questionnement avec leurs propres mots et apporter cette information robuste et vérifiée. On va continuer à en parler, notamment autour de tout le travail assez formidable que fait Bayard. David Groison, pour l'instant, c'est l'heure de l'anti-sèche. Nous, on fait comme ça, c'est le moment où l'actualité résonne dans les programmes. Simplement, aujourd'hui, l'actu, elle est vraiment au cœur des préoccupations de School TV, puisque c'est cette semaine de la presse et des médias dans l'école. On retrouve Amal Laoui dans quelques secondes. Amal, bonjour. Bonjour. 33e édition de cette semaine de la presse et des médias dans l'école, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 26 mars. Oui, c'est ça, la semaine de la presse et des médias dans l'école est organisée chaque année par le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le CLEMI. Et c'est l'occasion de rappeler ce qu'est le CLEMI. Oui, le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information CLEMI a été créé en 1983, placé sous la tutelle de l'éducation nationale. Alors l'organisme est missionné pour former les enseignants de toutes disciplines du premier et du second degré à pratiquer en classe donc l'analyse des médias et à accompagner la production de médias scolaires. Comment s'y prend-il le CLEMI? Quelles sont ses missions? Alors ses missions, c'est de former les enseignants à apprendre aux élèves une pratique citoyenne des médias pour se forger un esprit critique, quel que soit le média d'information ou de communication utilisé. Donc ça peut être la presse écrite, l'audiovisuel, Internet, les réseaux sociaux. Produire ou coproduire des ressources et outils pédagogiques sur tout support afin d'accompagner les enseignants mais aussi les élèves. Aider aussi à la création et au développement de médias scolaires, donc des journaux, la création de sites, de blogs, de web radio, de web TV et accompagner aussi les familles au travers de la production et la diffusion d'outils d'éducation aux médias et à l'information pour tous. Alors l'opération éducative... Oui, ça, elle existe depuis quand, la semaine? Depuis 1989 et son but c'est donc de faire découvrir une presse pluraliste aux élèves des établissements d'enseignement qui sont donc inscrits auprès du CLEMI. Point important, ça s'adresse vraiment à tous les élèves, tout niveau. Ça s'adresse à tous les élèves de la maternelle au lycée. Cette activité d'éducation civique a pour but d'aider les élèves à comprendre le système des médias, à former leur jugement critique, à développer leur goût pour l'actualité, à se forger leur identité de citoyen, à apprendre à devenir des citoyens éclairés, comme vous l'avez dit tout à l'heure. En tout cas, pour participer, les enseignants des écoles, collèges et lycées doivent donc, je l'ai dit tout à l'heure, s'inscrire avec les élèves à cette opération organisée par le CLEMI. Donc cette opération, elle permet d'éduquer donc aux médias et à l'information en favorisant la compréhension et l'usage autonome par les élèves et les enseignants qui sont à la fois lecteurs, producteurs, mais aussi diffuseurs de contenu. Et chaque année, elle a un thème, cette semaine de la presse et des médias dans l'école, s'informer pour comprendre le monde. Oui, c'est ça, c'est le thème de cette année, s'informer pour comprendre le monde. Et pour comprendre le monde qui les entoure, eh bien, les élèves doivent plus que jamais apprendre à s'informer en exerçant leur esprit critique. Ce thème permet donc de revenir aux fondamentaux de l'éducation aux médias et à l'information, donc distinguer les différentes sources, comprendre les contextes de fabrication et de diffusion de l'information, comprendre les usages et les effets des images, savoir déconstruire les stéréotypes. Dans un contexte de crise sanitaire, il sera aussi nécessaire de leur apprendre à se saisir de l'information à caractère scientifique. Je serais extrêmement déçu, Amal, si vous ne nous disiez pas que tout ça s'inscrit aussi dans le cadre de la formation du citoyen, comme l'ensemble des programmes de l'éducation. Ça vous fait 15 secondes de chronique à chaque fois, quand même. C'est sympa, la citoyenneté. Cette semaine va favoriser la consolidation du jugement critique des élèves et leur capacité à argumenter. Donc, elle participe pleinement au parcours citoyen qui est défini dans la circulaire du 23 juin 2016. Parcours du citoyen inscrit dans le projet global de formation de l'élève, on en parle presque toutes les semaines, défini par l'école, par le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Toutes les semaines, comme vous y allez tous les jours, Amal, on en parle de la citoyenneté. Vous travaillez avec le CLEMI, vous, David Groison? On travaille avec le CLEMI. Il y a une journée porte ouverte à Bayard, 450 enfants et adolescents qui viennent grâce au CLEMI dans l'ensemble de nos rédactions jeudi. Donc on est très heureux. On est partenaire aussi de concours avec eux. Phosphore est partenaire du concours Zéro Cliché, où les ados doivent produire des vidéos, des podcasts, des textes pour lutter contre les clichés sexistes. Et puis, c'est important d'être dans l'école, parce que là, ce qui est génial, c'est que vous les faites venir chez vous, dans votre bâtiment à Montrouge, mais pour vous, c'est important d'être aussi dans l'école, pas que dans les familles. Bien sûr, pour nous, c'est important. Alors d'abord, non seulement les enseignants documentalistes sont hyper précieux pour nous. C'est-à-dire qu'effectivement, comme la presse écrite devenant de plus en plus un objet de curiosité, méconnu des enfants, on a besoin de passeurs, on a besoin de médiateurs. Donc en ça, ils et elles sont vraiment précieux. Et puis tout le travail, effectivement, c'est les partenaires privilégiés pour faire tout ce travail d'éducation aux médias qui nous tient à cœur. Oui.
David Groison, directeur des titres ados chez Bayard, il est l'invité du Grand Oral. On le retrouve dans 3 secondes. La presse jeune chez Bayard, c'est une longue histoire qui remonte, je crois, au début des années 1970. Et depuis, des millions d'enfants, d'adolescents ont construit leur rapport à l'actualité et aux médias grâce aux différents titres du groupe, parmi lesquels ceux dont vous vous occupez, Okapi, Phosphore. Il y a un petit dernier dont on va dire quelques mots qui est Oui Demain 100% ado. Oui. Je le dis dans le bon sens. Et on parle de tout cela avec vous à l'occasion de la 33e semaine de la presse et des médias dans l'école. Jeunesse se passe. Vous, vos lecteurs, vous les gardez quoi? 3-4 ans? Comment vous faites des nouvelles formules à chaque fois pour aller capter l'air du temps des nouvelles générations? Comment vous faites? C'est sûr que par rapport à mes confrères de la presse adulte, où une fois qu'on a un abonné, on le garde longtemps, effectivement, on les perd tous les 3 ans. Ça nous oblige effectivement à nous réinventer, à trouver des nouvelles façons de raconter l'actualité. Donc Phosphore a changé par exemple de périodicité il y a 3 ans maintenant, c'est devenu bimensuel. Donc moi je l'ai toujours connu mensuel. Pour être au plus près de la façon dont les ados sont en capacité d'absorber l'actualité. On démarre aussi le journal avec des bonnes nouvelles parce qu'ils nous ont dit l'actualité c'est trop anxiogène, c'est trop dur, on veut bien s'informer, mais il faut aussi nous montrer la part lumineuse du monde. Donc c'est un peu le journalisme dit de solution, c'est ça? De solution, positif, ouais. Exactement. Et puis on a, effectivement, on fait des récits en bande dessinée, on fait des récits en infographie, en data visualisation. Ça nous oblige, et c'est ça aussi qui est hyper excitant, hein, à trouver des façons de raconter le monde qui ne soient pas juste des textes qui commencent en haut à gauche et qui finissent en bas à droite, mais qui soient vraiment avec une articulation entre le visuel et le texte. Vous êtes toujours extrêmement jeune, mais vous êtes quand même arrivé à Bayard il y a quelques années. Bah oui, j'ai blanchi. C'est quoi la différence? Si on remonte plus loin par rapport à il y a 20 ans, par exemple, qu'est-ce qu'on faisait dans Phosphore qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui ou à contrario, qu'est-ce qu'on faisait il y a 20 ans et qu'on fait toujours? La grande révolution des réseaux sociaux nous a obligés, et en ça c'est assez exaltant, je le disais tout à l'heure, à coproduire avec les lecteurs. D'accord. Donc c'est principalement ça. Ils sont devenus émetteurs aussi beaucoup plus qu'avant. Exactement. Et il n'y a pas de sujet qu'on ne peut pas penser sans eux, sans le penser avec eux. Et en ça, ils sont porteurs d'histoire, de narration de l'actualité. Sur l'Ukraine, par exemple, là, on vient de boucler un sujet, c'est les ados dans la guerre, et c'est des ados à Kiev, c'est des ados en Slovaquie, c'est des ados qui ont réussi à venir jusqu'à Paris, qui vont nous raconter, eux, comment ils vivent la guerre. Ce dialogue de pair à pair, ça leur permet de dire qu'il n'y a pas d'un côté la grande actualité et de l'autre leur vie à eux, mais que tout ça, c'est un continuum qui se rejoint, oui. Vous êtes sur le numérique, vous nous l'avez dit, mais vous êtes quand même essentiellement sur papier. Pourquoi ce choix du papier et non pas du tout papier, mais du beaucoup de papier en tout cas, alors que vous l'avez dit vous-même, c'est un type de presse qui se vend de moins en moins et les gens lisent de moins en moins sur papier. Tout à fait. Alors, c'est une question qui nous est posée, c'est une vraie colle parce qu'à la fois il y a un modèle économique sur le papier, c'est-à-dire que d'un coup, c'est là où des parents, des enseignants sont prescripteurs et se disent que c'est possible. Sur le numérique, c'est beaucoup plus compliqué. Ça nous oblige globalement, on fait beaucoup de choses numériques. On a une chaîne YouTube, par exemple, sur Phosphore, qui est à la fois en information sur les métiers, information sur l'éducation aux médias, sur l'image, sur l'intimité, etc. Mais tout ça est presque pro bono, en fait. Parce qu'on n'a pas trop envie d'être sponsorisé par les uns les autres, etc. On choisit nos partenaires. C'est le prix de l'indépendance, en fait, être sur le papier, c'est ce qui vous permet de conserver votre indépendance. Oui, et puis je crois aussi que le retour que nous font les adolescents, quand ils nous parlent de à quoi on sert, quand on dit Okapi, ça sert à quoi, Phosphore, ça sert à quoi, ils nous disent c'est pour se poser. Et ils nous décrivent aussi ce moment de déconnexion, aussi cette demi-heure passée avec un journal dans leur pouf, sur leur lit, etc. Où d'un coup, ils vont se dire, c'est un moment aussi où je prends un peu une bulle. Une bulle avec mon journal. Exactement. David Groison, directeur des titres ados de Bayard Presse, l'invité du Grand Oral de la quotidienne de School TV. On se retrouve dans quelques minutes. Nous, on prend aussi, on a notre bulle à nous, c'est l'heure de la récré. La récré avec Amal. On prend tous. Amal, Studio, le César on va parler du sommeil. On va parler du sommeil. Voici une vidéo de l'humoriste Jarry qui explique à son fils de 5 ans l'importance de se coucher tôt. Regardez. Papa, pourquoi il faut dormir? Il faut dormir pour être tranquille et avoir la paix. Alors va dormir. Amal, pourquoi est-il si important pour les enfants de se coucher tôt? Alors évidemment pour que les parents aient la paix,
C'est assez important. Mais pas seulement. Non, vous témoignez. Mais bon, c'est surtout très important pour l'enfant, pour qu'il grandisse correctement, n'est-ce pas? On fait ça pour leur bien. Hein. Pour leur bien-être. Pour que les enfants soient en bonne santé, ils doivent donc se coucher tôt. L'heure du coucher a un impact sur le développement physique, émotionnel et cognitif des enfants. Un mauvais sommeil peut inhiber la croissance et le développement rapide qui caractérise la petite enfance. Il ne s'agit pas uniquement de la durée de sommeil. L'heure à laquelle on se couche joue également un rôle très important dans le développement physique, émotionnel et cognitif des enfants. Il y a une durée magique. Alors, ça dépend de l'âge de l'enfant. Justement, en 2017, la National Sleep Foundation a évolué les durées de sommeil par tranche d'âge. Alors, il faut 12 heures pour un enfant âgé de 3 à 5 ans, 11 heures pour un enfant de 5 à 6 ans et 10 à 11 heures pour un enfant de 7 à 12 ans. Donc, ce sont des moyennes. Je suis resté super jeune, en fait, quand on y pense. Je vous Vous dirai êtes pas. dans quelle catégorie? C'est des moyennes, avancez maintenant. En tout cas, ce sont des moyennes. Les parents doivent prendre en compte les particularités individuelles de l'enfant pour fixer des horaires ou des objectifs de sommeil. Est-ce qu'il y a aussi des heures idéales pour se coucher? On dit souvent qu'il faut se coucher tôt. Oui, c'est tout vrai. à fait. D'un point de vue physiologique, selon les spécialistes, en tout cas entre 18h et 20h, le corps se prépare pour les enfants. Après, vous pouvez vous coucher plus tard, Emmanuel. Donc, le corps se prépare à dormir. On constate à ce moment là une diminution de la température corporelle qui est donc nécessaire pour trouver le sommeil, une baisse de la cortisol, donc c'est l'hormone qui tient le corps en éveil, et il y a donc une sécrétion de la mélatonine, donc c'est l'hormone du sommeil, ce qui fait de ce créneau horaire donc le meilleur moment pour trouver le sommeil. Mon enfant manque de sommeil, est-ce que je peux le détecter? Est-ce qu'il y a des signes? Parce que c'est pas parce que j'ai fermé la porte de la chambre qu'il dort. Donc Oui, un enfant qui manque de sommeil sera anormalement agité, il sera irritable, capricieux, il manquera d'attention en classe et il s'endormira aussi peut-être pendant les cours. Et les conséquences peuvent être graves, vous l'avez un peu dit, si on pouvait détailler un petit peu, ce serait pas mal. Oui, au cours de ces dernières décennies, le temps de sommeil moyen des enfants a diminué à cause d'un coucher plus tardif le soir, souvent lié à des contraintes d'organisation familiale lorsque les deux parents travaillent et rentrent tard à la maison. Alors chez les enfants, le manque de sommeil, chez les enfants qui ont un manque de sommeil, on constate donc une baisse de la performance scolaire à cause donc du manque d'attention, une augmentation du risque d'accident, de syndrome dépressif, voire de risque suicidaire dans les formes très sévères. Plusieurs études mettent aussi en évidence une relation entre la diminution du temps de sommeil et le risque de développer une obésité. Plusieurs études démontrent aussi qu'il existe des liens entre les heures passées devant un écran et les difficultés d'endormissement et la diminution du temps de sommeil. Donc il vaut mieux lire, c'est mieux pour le sommeil. Et on lit Phosphore, Okapi, oui, demain, papier, 100% ado. Allez, on retrouve David Groison tout de suite. Amal, vous le disiez tout à l'heure, s'informer pour comprendre le monde, c'est le thème de cette 33e édition de la Semaine de la presse et des médias dans l'école, dont on parle avec David Groison de Bayard Presse. Semaine de la presse et des médias. Et des médias, c'est un terme qui a été ajouté par le Clémy il y a quelques années pour faire état de l'évolution de la consommation des jeunes et des médias. Vous, il y a un sujet auquel vous, personnellement, vous êtes beaucoup intéressé, c'est l'image. Oui. Et notamment la photo. Vous avez plusieurs bouquins avec Pierre-Angélique Schuller de décodage de l'image. Oui, chez Actes Sud Junior. Parce que c'est vrai que les musées, c'est dingue. C'est-à-dire à l'école, on est beaucoup sur le texte, on est hyper fort en métaphore, en plein de figures de style, etc. Hors des consorts de l'école, on est sur Instagram, on est sur TikTok, on est face à la télé, on est face à Netflix, on est baigné dans un monde d'images. Et on Or, est illettré. L'image, elle a aussi une grammaire, elle a aussi des références, etc. Et donc, c'est comment outiller les enfants, les adolescents à reprendre leur regard et de pouvoir poser des mots sur les images et pas être dupes. Ouais. Et alors, parfois, les images ne mentent pas, elles n'ont pas été truquées, mais s'il manque une information, ce qu'on appelle la légende, on peut lui faire dire absolument l'inverse de ce qu'elle signifie. Vous aviez montré un exemple avec une photo de famille prise en Afghanistan. Oui, une photo de Stéphanie Sinclair. Ça, je mène plusieurs ateliers autour de la photo, notamment là avec des collèges à Vincennes. À chaque fois, je leur montre cette image et je leur fais décrire l'image. Alors on la voit, cette image. On la voit. Et effectivement, ils commencent à décrire une famille. Ils essayent de deviner l'histoire de la famille. Et puis ils disent c'est le père, la mère, ses enfants, etc. Et puis je leur dis non, en fait, effectivement, c'est une photo de famille, mais c'est un père, c'est deux femmes et son enfant. Et là, d'un coup, effectivement, la façon dont on a de regarder les images, c'est plus la même. Parce que c'est tout un travail sur les mariages forcés, sur le fait qu'effectivement, des petites filles, même pas pubères, soient mariées de force à des hommes en Afghanistan. C'est glaçant et on voit que d'un coup, avec une légende, évidemment, on change tout notre façon de regarder. Ouais. On peut aussi truquer des images pour la bonne cause.
lutter contre le réchauffement climatique, mais l'image n'existe pas. Il y en a une super célèbre, il y en a plusieurs d'ailleurs, parce que j'ai recherché sur Google, d'ours, vous avez dû les voir sur la banquise, l'ours tout seul, etc. En fait, sur la plus célèbre d'entre elles, c'est un montage. Oui, et qui avait été même publié par le magazine de référence, le journal de référence des scientifiques, Science, qui l'avait pris comme une photo d'illustration, effectivement, qui est une photo qu'on peut acheter, parce qu'elles ne sont pas chères du tout, donc on peut l'acheter pour 3 € et la multiplier à l'infini. Ça dit, voilà, la différence entre une photo d'illustration qu'on utilise pour le salaire des cadres, l'immobilier à Paris, etc. Et puis les photos qui sont là pour documenter, pour informer, qui ont besoin d'une légende, d'un auteur et effectivement d'une date. Qu'est-ce que vous proposez aux jeunes pour s'informer? Parce que la liberté de l'information, c'est un tout. Il y a à la fois celle d'informer dans un pays, celle de s'informer pour le citoyen, et puis aujourd'hui celle de s'exprimer, enfin aujourd'hui, avant aussi, mais aujourd'hui beaucoup plus facilement, celle de s'exprimer. Quels sont les espaces de prise de parole pour les lecteurs d'Ocapi, de Phosphore, de Oui Demain 100% Ado? Alors, on est effectivement à la fois des endroits où on leur propose du contenu, notamment, par exemple, vous parliez de l'image sur YouTube. On a une série Point de vue sur lequel on décrypte des images. On leur propose ces petits ateliers, etc. Dans les commentaires de YouTube, on a effectivement là de grandes prises de parole qui nous donnent envie de traiter d'autres sujets. Sur les questions d'intimité, par exemple, ils avaient posé plein de questions sur la place du père, soit pas du tout présent, soit complètement présent ou trop présent. Là, ça nous a dit, tiens, il faut traiter ce sujet parce que là, manifestement, il y en a un. Donc, et dans la foulée, vous lancez une enquête sur la paternité aujourd'hui. Et surtout comme le rapport des adolescents à leur père et à cette figure d'autorité, ce qu'elle veut dire en 2022. On est aussi sur Discord, sur lequel on peut échanger avec eux. Okapi a un blog et aussi sur TikTok. Donc on essaye de multiplier comme ça tous les points de contact avec les adolescents. Et puis on est très proche aussi effectivement de l'école, de certains mouvements de jeunesse, l'association Coexister, par exemple, qui nous avait fait aussi remonter des questions contre le racisme et l'antisémitisme. Voilà, autour de l'interconfessionnel, etc. Pour nous, c'est important d'entendre toutes les questions et d'entendre toutes les jeunesses pour leur répondre au mieux. Il y a le jugement des pairs PE, accent grave RE, il y a le jugement des pairs PIRS, notamment celui qui porte sur le look. On parle de mode aussi dans Okapi, dans Phosphore? Ah bien sûr. Dans la quotidienne, on en parle. Je vais vous présenter Anne Tourné, on va remercier Amal qui va lui céder la place. Dress code. On est en pleine période d'orientation, les forums et les salons battent leur plein. Anne, bonjour. Bonjour Emmanuel. Dans le dress code, aujourd'hui, on va proposer aux élèves de découvrir tous les métiers autour d'un grand domaine, la mode, de choisir leur future formation. Exactement, il y a plein d'expos et de forums qui ont lieu en ce moment, justement dans cet élan pédagogique de faire naître des vocations. Voilà, donc je vous propose de voir ensemble les expos qui ont lieu en ce moment. Juste sachant un petit mot avant, ça représente beaucoup de monde. Ça représente beaucoup de monde, c'est un secteur vraiment aux multiples facettes. Donc c'est 600 000 emplois directs en France. Et 60 000 emplois si on compte l'ensemble des métiers qui sont liés à la conception, à la fabrication et à la vente. Donc c'est quand même un secteur extrêmement porteur en termes de formation. Et on n'est pas obligé d'être styliste soi-même. Voilà, donc design, je crée. Le design, le stylisme, le modélisme, le designer textile, la production, l'artisanat. Donc ça, c'est la couture, le patronage, les brodeurs, les petites mains, les denteliers. Le marketing commercial et communication. Voilà, très très important dans le domaine. Donc commercial, vente, merchandiser aussi, chef de produit, responsable de collection. Donc vous voyez, il y a une multiple la palette est extrêmement large. Voilà, de métiers dans la mode. Donc, quand on est passionné de mode, on peut s'orienter l'un ou l'autre vers différentes formations. Et si on veut s'en assurer, on peut aller voir plein de belles expos. On commence avec une expo Alaya. Avant Alaya, c'est à la Fondation Alaya. Voilà, et on a le temps, c'est jusqu'au 24 octobre. Voilà, exactement. Donc là, c'est dans l'antre du créateur, qui est rue de la Verrerie. L'antre du créateur de son vivant. On peut y découvrir l'analyse de son apprentissage. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas que des modèles, il n'y a pas que des archives, il n'y a pas que des photos, il n'y a pas que des croquis, mais il y a aussi tout cet apprentissage de ce jeune homme arrivé de Tunis et débarqué à Paris dans les années 50. Donc l'expo retrace le parcours du créateur jusqu'à l'éclosion du phénomène dans les années 80. Et on voit quand même quelques grandes pièces. On voit évidemment, et on découvre que Alaya a travaillé aux côtés d'Yves Saint-Laurent pour créer la fameuse robe Mondrian, qui a eu un succès absolument incroyable et qui fait partie maintenant des archives historiques. Les robes IP
l'épée d'Arletty et les manteaux de Greta Garbo aussi sont exposés. Ça, il ne les a pas connus quand même, mais on les voit à cet endroit-là. Deuxième expo, Couturissime. Cette fois, c'est pour Thierry Mugler. Alors là, j'avais envie de la proposer plus dans un aspect technique, ce Thierry Mugler qui vient de disparaître. Ça se passe au Musée des Arts Décoratifs. Voilà, jusqu'au 24 avril. Voilà, donc il assurait tout, lui, de la création jusqu'à l'image de ses campagnes, et ça a été l'un des premiers à le faire. Il avait un bâtiment rue aux Ours à Paris, derrière Beaubourg, si je me souviens bien. Oui, à un moment. voilà, c'est ça. Il y avait même un musée à l'intérieur. C'est surtout qu'il faisait tout de A à Z, c'est-à-dire de la création du design jusqu'à la communication, c'est-à-dire ces campagnes publicitaires qui ont été mais vraiment très marquantes dans les années 90, avec Jerry Hall, tous les parfums de Mugler à succès. Donc on peut dire vraiment c'est un artiste visionnaire qui était passionné de danse à l'origine, et donc c'est ça qui l'a emmené. C'est ça qui l'a emmené inachevé, vers cet univers absolument fantasmagorique. Il se faisait arrêter par les gens dans les rues de Strasbourg, Mugler, qui disaient mais d'où viennent vos vêtements? Il disait, c'est moi qui les ai faits. C'est moi qui les ai faits. C'est beau ça. Expo sneakers. On passe rapidos parce qu'on a déjà parlé des sneakers ici, mais c'est vrai que c'est un grand classique des cours de récré. Voilà, grand classique. Donc cette expo, elle rassemble un peu tout ce qu'il faut savoir sur les sneakers. Il y a plein de modèles, mais aussi un espace expérimental pour comprendre le développement technique de cet accessoire culte. Parce que ça aussi, ça fait partie des métiers. Comprendre un dans le design, organe, il n'y a pas que et le dessin, dessiner il y a autour. aussi le... Voilà, tout le côté. Donc ça, c'est vraiment des enjeux colossaux. Et les sneakers, c'est jusqu'au 25 juillet au Musée de l'Homme. On termine pour ce qui est des expos, ou quasiment avant-dernière. Cité des sciences et de l'industrie jusqu'au 8 mai, toujours à Paris, porte de la Villette, le jean. Le jean, voilà. Donc ça, on va y aller. Alors là, l'expo, elle nous propose, donc à la Cité des Sciences, il faut savoir que c'est quand même une expérience d'aller là-bas. Donc elle nous propose de découvrir, de redécouvrir et de réfléchir aux enjeux environnementaux du jean. Donc, ils sont nombreux, parce que ça consomme beaucoup d'eau. Ça consomme entre 7 000 et 10 000 litres d'eau pour fabriquer un jean. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc il y a voilà. Donc c'est une exposition vraiment immersive, décalée et ludique. Il y a les conditions de travail, je crois, des ouvriers qui ne sont pas géniales. Exactement, voilà, c'est sur consommateur d'eau, de pesticides, des conditions de travail des ouvriers, la surproduction, la fast fashion. L'expo fait sens et expose des innovations en fait pour réduire l'impact social et environnemental du jean. Il y a aussi des archives et des tendances, donc voilà. Là, vous trouverez à peu près tout ce qu'il faut savoir au niveau technique, ludique, inspirationnel sur le fameux jean. Et le tout sous une forme très immersive, une expo éternelle. Vous ne pouvez pas ne pas nous conseiller et conseiller aux jeunes un petit détour cette fois-ci à Marseille. Voilà. Ah oui, je pensais que vous vouliez nous parler de Saint-Laurent. Excusez-moi, évidemment. Alors ça, vraiment, c'est coup de cœur et je voulais vraiment le placer parce qu'il faut aller voir, le Saint-Laurent. Il faut aller voir l'expo Saint-Laurent. Ça, c'est 100% style. Là, on peut peut-être aussi s'immerger dans tout l'art de la scénographie parce que ça, c'était vraiment aussi très particulier. C'est particulier dans le domaine de la mode. Comment on expose les robes, comment on fait vivre les créations au travers un environnement comme ça. Et alors, je vous ai coupé, pardon, mais on va à Marseille. On va à Marseille, cette semaine, 25 et 26. Voilà, exactement. On va à Marseille, donc on va... donc les collégiens, les lycéens, les salariés en réinsertion sont vraiment invités à ces 2 journées dédiées à la formation des métiers de la mode, à l'initiative de la FASC Academy, qui est une association à but non lucratif, collectif de professionnels de la mode basée à Marseille et dans sa région. Donc là, vous allez avoir tous les métiers de la mode qui seront proposés. Donc vous pouvez faire stand par stand et découvrir justement tout le panel de métiers possibles directement lors de cette manifestation. Anne, merci beaucoup pour toutes ces belles expositions. L'orientation, ça reste une préoccupation essentielle des ados et ça reste des rendez-vous importants, notamment dans Okapi et Phosphore, j'imagine. C'est important, on a des hors-séries, on a un rendez-vous effectivement dans chaque numéro pour essayer de leur ouvrir les yeux comme vous le faites, c'est-à-dire de se dire comment être un offreur d'opportunités, pas être forcément uniquement sur qu'est-ce qu'il faut remplir dans Parcoursup, etc. On le fait aussi, mais c'est aussi d'offrir aux enfants une possibilité de s'ouvrir au monde et à tous ces métiers incroyables qu'ils peuvent pratiquer. Ouais. Merci beaucoup David Groison, invité du Grand Oral à l'occasion de la 33e semaine de la presse et des médias dans l'école. On continue à lire Okapi, Phosphore. Oui, demain 100% ado. J'y arrive quand même. Bel effort. Bravo. Et avant tous les titres de Bayard, merci beaucoup Anne. On se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau dress code. Et merci évidemment à toute l'équipe. Marine Plantec assistée par Cheryl Issengue, au maquillage Laure Rodemont, en régie au son Alexandre Larochelle, à la réalisation Alice Pitavi. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.